Allez, très bien. Donc on va passer à un autre aspect du colloque qui est effectivement la restitution des groupes de travail qui ont été mis en place dans la perspective de ce colloque. Alors pour vous expliquer un petit peu la démarche, c'est une démarche que nous avions initiée. Quand je dis nous, c'est le centre de recherche de l'EOGN. Là, je prends une autre casquette puisqu'il m'est donné, grâce au colonel Vidal, que je veux saluer chaleureusement dans la salle, de travailler étroitement avec le CEREOGN. Nous avions expérimenté lors du colloque de Toulouse, qui a eu lieu l'an passé, qui est un colloque qui portait sur les problématiques du territoire, gendarmerie et territoire. On avait justement abordé les problématiques de ruralité, les problématiques de périurbanité, qui ont été reprises cet après-midi parce que c'est lié évidemment à la question du service public. On avait, en liaison avec la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées, on avait mis en place des groupes de travail, un sur chaque thématique, rural profond, périurbain et rural traditionnel, qui sont les trois déclinaisons des territoires dans lesquels s'inscrit l'action de la gendarmerie. Et donc c'est une formule que j'avais proposée et qui a bien fonctionné dans le cadre du colloque de Toulouse. Et donc dans la perspective de ce colloque avec l'Université de Nice, on a souhaité remettre en œuvre cette démarche qui avait bien fonctionné. Alors l'idée c'est la suivante, c'est l'idée, bon, je pense qu'on y adhère tous, c'est qu'on est plus intelligent à plusieurs, de manière générale, qu'il y a une méthode d'ailleurs de travail qui est utilisée par les sociologues depuis de nombreuses années qui s'appelle le focus group, pour ceux qui ont fait un peu de sciences sociales, donc le fait de mettre ensemble un certain nombre d'acteurs pour les faire dialoguer, interagir, et pour leur permettre de construire en commun un diagnostic et éventuellement des préconisations, en mettant ensemble les acteurs, qui n'ont pas toujours l'occasion d'ailleurs, c'est vrai, de se retrouver pour débattre, pour réfléchir, pour faire des propositions. L'idée également qui était développée, qui était la nôtre, c'est que, bon, alors bien évidemment, ces groupes de travail, ça existe souvent à l'échelon national. Et là, l'idée, c'était de développer une intelligence territoriale. Ça a été évoqué, mais dans un autre sens, celui-là. C'est de se dire que les acteurs locaux qui sont impliqués dans les départements, dans l'action de la gendarmerie, dans la lutte contre la délinquance, plus largement, avaient des choses intéressantes à dire, à raconter sur leurs pratiques, sur ce qu'ils font au quotidien. Voilà. Donc, on a mis en place, dans le cadre du colloque de Toulouse, ces groupes de travail, en essayant de faire en sorte de faire réfléchir dans un même groupe d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes, bien évidemment des militaires de la gendarmerie de tout grade, bien évidemment, parce que là aussi, la réflexion, elle existe dans tous les corps, donc des sous-officiers, des officiers de gendarmerie, pour parler simplement, mais aussi et surtout des personnes extérieures à l'institution, parce que, évidemment, et c'est un élément, je pense, qui ne vous a pas échappé dans les discussions aujourd'hui, c'est que cette notion même de service public, elle conduit à montrer que l'action de la gendarmerie, bien sûr, c'est les gendarmes qui l'amènent, mais qui l'amènent en relation avec d'autres acteurs de la sécurité, d'autres acteurs publics et privés d'ailleurs, et surtout au profit d'une population. Donc il y a une sorte de mixité naturelle qui existe en la matière, et c'était de reproduire dans le groupe de travail ce mélange qui existe au quotidien, et d'une certaine manière de bénéficier dans la réflexion de l'apport de personnes issues d'autres services de l'État, des préfectures, des élus locaux, des magistrats, des représentants associatifs, etc. Et donc de les faire participer à cette réflexion commune. Alors notre objectif, évidemment, et je vais le traduire avec des mots qui vont peut-être en faire bondir certains, mais ce n'est pas grave, moi j'assume le rôle de perturbateur de l'universitaire, parce que si on n'est pas là un peu pour vous chatouiller, amis gendarmes, dans ce cas-là, on ne sert à rien. Vous pouvez nous inviter à manger, ça sera sympa, mais notre fonction sociale à nous, notre rôle social, si je paraphrase Maréchal Lyoté, c'est de vous chatouiller un petit peu, avec beaucoup d'affection, souvent d'ailleurs, mais chatouiller quand même. Et donc l'objectif de ces groupes de travail, c'était d'une certaine manière de tourner le dos à deux mots endémiques qui caractérise la réflexion sur les questions de gendarmerie, mais on va le retrouver dans d'autres domaines. Mais bon, nous, ici, c'est la gendarmerie qui nous intéresse. Le premier de ces mots, c'est ce que j'appelle la sirpamanie. Alors, je le dis avec beaucoup de tendresse, franchement.
D'abord parce que ça fait plus de 30 ans que je côtoie les camarades du CIRPA. C'est quoi la CIRPA? Le CIRPA, c'est le service d'information et de relations publiques des armées et gendarmerie. Donc la CIRPA manie. Alors manie, c'est pas problématique une manie en soi. C'est la tendance naturelle à essayer de rendre belle la réalité, de s'exprimer avec une finalité de communication, de s'exprimer en enjolivant la réalité, en faisant en sorte de polir, voire de cacher sous la moquette ce qui ne marche pas trop bien au profit d'une vision qui va mettre en valeur l'institution. C'est un penchant naturel de toutes les administrations, encore que nous, les universitaires, quand on peut y aller à coups de batte de baseball sur notre propre administration, en règle générale, on ne s'en prive pas. J'ai servi 5 ans dans l'administration pénitentiaire aussi, là, ils y vont allègrement, en règle générale. Cette CIRPA-manie, c'est des choses qu'on entend, qu'on voit, cette tendance naturelle à essayer plutôt de mettre en avant une institution à laquelle on tient. Et c'est pour ça que j'ai de la tendresse, parce que même si on est extérieur à l'institution, on a toujours du respect, de la tendresse pour cette institution, et on a plutôt envie de la défendre. Voilà, de la défendre intellectuellement, en la mettant en valeur. Donc la CIRPA-manie, moi, ça ne me gêne pas, bien au contraire, plutôt, ça fait partie de la normalité. C'est plus gênant le deuxième travers que je me permets de vous livrer, et que j'appelle la soubelite. Ah. Alors, soubelite, c'est quoi? Alors, la soubelite, c'est un mot tiré, que j'ai inventé, qui est lié aux prises de position et aux écrits d'un général de gendarmerie, pour lequel, d'ailleurs, soit dit en passant, j'ai personnellement le plus grand respect et affection pour l'avoir bien connu et travaillé avec lui lorsqu'il était en Midi-Pyrénées. Donc tiré des prises de position médiatiques et littéraires, je laisse de côté l'audition devant l'Assemblée nationale, du général Soublé. Alors, je ne sais pas si on va faire un petit sondage dans la salle, qui a lu le livre du général Soublé? Vous le trouvez même dans les supermarchés, c'est difficile de ne pas y échapper. Ah ouais, non, mais ça fait râler ceux qui se cassent le dos à écrire des livres et qui en vendent quelques dizaines. Et là, vous avez... parfois, moi, j'ai mis 20 ans à écrire mon dernier livre. Et si j'en vends 500, je serais content. Mais là, voilà, c'est vendu à Carrefour. Moi, je l'ai acheté, le mien, à Carrefour. Je vous signale, c'est la première fois que j'achète un ouvrage dans une grande surface. Entre mes salades et mes entrecôtes, il y avait le livre du général Soublé. C'est pas la place de la gendarmerie, pour les salades et les entrecôtes. C'est une bonne observation. Et donc, alors... Bon, le livre, qui c'est qui vous l'a... N'ayez pas honte, n'ayez pas peur surtout, notamment amis gendarmes, ceux qui l'ont lu. Je pense que ça a dû avoir un vrai succès d'estime dans l'institution, tout le monde l'a lu. Et quand on le lit, il faut lire, ça pourrait être intéressant, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un penchant dont il est d'une certaine manière le porte-parole, l'expression la plus évidente, qui est la tendance à voir, évidemment, à stigmatiser, souvent injustement d'ailleurs, et avec une profonde méconnaissance, un certain nombre de travers de la société française, la justice laxiste, les cabinets ministériels, tout le monde y passe dans le livre, les partis politiques, les élus, la presse, etc., les administrations, les autres administrations, elles en prennent plein la tronche, mais il y a une administration qui n'est absolument pas évoquée dans l'ouvrage. C'est qui? C'est bien évidemment la gendarmerie nationale. Il n'y a pratiquement rien sur la gendarmerie, si ce n'est des propos élogieux. Alors la soubelite, c'est quoi? C'est la tendance très forte à... et ça, je pense qu'il va falloir y réfléchir pour y lutter contre cette démarche, à voir les travers des autres, mais à ne pas s'interroger dans un effort d'introspection sur ce qui ne convient pas forcément, ce qui est susceptible d'être amélioré, même si on est en présence d'une administration qui travaille bien, qui est bien organisée, qui a des raisons légitimes d'être assez fier de sa prestation de sécurité au profit de nos concitoyens, mais qui quand même, je crois, doit continuer à s'interroger si elle veut continuer à progresser par rapport à ses missions de service public. Donc l'idée du groupe de travail, c'est aussi de lutter un petit peu contre cette tendance, moi que je côtoie depuis une bonne trentaine d'années, de dire, voilà, nous, il n'y a pas trop de problèmes, ou s'il y en a, c'est pas grave, mais alors la société, le reste, etc. Donc si on a des problèmes, par exemple, de proximité avec la population, c'est parce que les gens, aujourd'hui, sont difficiles il est difficile d'avoir des contacts avec eux, parce qu'ils pensent que les gendarmes ne sont pas présents, alors que nous, on est très présents sur le terrain, on a le contact avec les élus, etc., etc. Or, malheureusement, vous le savez que c'est un petit peu plus compliqué que ça.
ne s'agit pas de tomber dans la sinistrose, dans la flagellation, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est de se dire, attention, les problèmes qui sont identifiés au niveau du service de la gendarmerie sont probablement aussi liés à l'activité de la gendarmerie. Pas exclusivement, mais en tout cas, on ne peut pas exonérer la gendarmerie d'une responsabilité en la matière. Les problèmes avec la justice, voilà. Moi, c'est l'aspect le plus critique dans l'ouvrage du général Soublé, c'est cette méconnaissance profonde qu'il a de la justice, des administrations du ministère de la Justice. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'y passer 5 ans au sein de ce ministère, et c'est vrai qu'on a ensuite une autre perception des choses. Voilà. Donc, nos groupes de travail, j'en reviens à notre affaire initiale, avaient pour objet, en mettant justement face à face officiers, sous-officiers et personnel extérieur à la gendarmerie, d'obtenir cette réflexion. Alors, une fois étant souligné cet objectif porté par le CREOGN dans une démarche courageuse, en liaison avec les régions de gendarmerie, et je veux remercier encore la région PACA à travers son chef pour le soutien qu'elle a apporté dès le début, avec beaucoup d'enthousiasme. Peut-être qu'elle le regrettera, mais en tout cas, elle l'a apporté dès le début avec mon général, avec beaucoup d'enthousiasme, comme l'avait fait la région Midi-Pyrénées, et j'espère le feront d'autres régions peut-être, le soutien à la démarche. Donc on a mis en place 2 groupes de travail. Voilà. Et j'en viens plus directement. Alors dans le groupe de travail, je veux aussi saluer, il se cache, le colonel Kik, qui est présent là, qui m'a beaucoup aidé, humainement et professionnellement, pour organiser ce travail. Et donc, nous avons déterminé 2 thématiques. 2 thématiques, alors déterminées en liaison avec les problématiques de la région, ici. La première thématique, c'était la question de la participation citoyenne, le rôle de la population par rapport à l'action de la gendarmerie, plus largement. Et la deuxième thématique, c'était la problématique de l'activité saisonnière, parce qu'effectivement, en région PACA, il y a certes une population sédentaire, mais il y a surtout des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui viennent à longueur d'année envahir vos plages, vos montagnes, et aussi, ce faisant, apporter une contribution économique décisive à l'activité de la population, et qui contribue d'ailleurs au rayonnement plus qu'international de la région. Voilà. Alors, voilà les deux groupes de travail que nous avons imaginés, qu'on a mis en place. On s'est réunis à plusieurs reprises. Alors, les groupes de travail ont eu une assise non pas régionale, mais sur un aspect départemental, donc au niveau d'un groupement de gendarmerie. Le groupement 04, qui est bien les Alpes de Haute-Provence et non pas autre chose, hein, les Alpes de Haute-Provence sur la participation citoyenne et les Alpes-Maritimes pour la zone d'activité saisonnière. Donc, dans ces 2 cas de figure, les groupes de travail se sont réunis. Moi, j'ai eu le bonheur de les réunir, enfin de les faire un peu discuter. Parfois, et je vois certains membres qui sont quand même venus aujourd'hui, de les picoter un peu, là aussi, plus que de les chatouiller, pour essayer d'avoir une réflexion la plus, j'allais dire, la plus franche sur ces questions-là, la plus directe, même si parfois on se fait un petit peu, on se bouscule et on se fait même parfois un peu du mal. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on doit à la gendarmerie en tout état de cause. Donc, on a mis en place ces 2 groupes de travail, on s'est réunis, on a dialogué, on a échangé. Et donc là, cet après-midi, on va vous présenter les résultats de ces travaux. Alors moi, je vais restituer avec, s'ils ont la gentillesse de me rejoindre, notre rapporteur, le maire de Gréoux-les-Bains, M. Audan, et puis peut-être le lieutenant-colonel Cunier, non, s'il veut, non, mais qui est là dans la salle, et que je veux saluer avec là aussi beaucoup de respect et de cordialité, qui nous a aidés, qui nous a bien reçus, et dans des conditions extrêmement agréables, tant au niveau intellectuel qu'au niveau humain. On a passé un super moment. Hein. Moi, ça restera un très bon souvenir, notre déplacement à Digne. Voilà, donc je vais restituer tout d'abord rapidement le petit texte qui sera publié dans les actes du colloque. Et avec M. Audan, on répondra éventuellement à vos questions. Lui-même apportera son témoignage de ce groupe de travail qui a travaillé donc sur la participation citoyenne. Alors, la participation citoyenne donc, a été débattue, a fait l'objet d'âpres
d'âpres discussions dans le cadre du groupe de travail. Alors c'est un dispositif, je vous le rappelle, qui est quand même assez récent, qu'on expérimente en France depuis schématiquement une dizaine d'années, pratiquement, sur la base donc d'une impulsion forte qui a été donnée en 2011 par le ministère de l'Intérieur, qui a souhaité étendre et développer ce dispositif. Alors c'est un dispositif qui se développe, mais on va dire timidement, lentement, peut-être d'aucuns diront sûrement, même si forcément on ne sait pas toujours ce qu'on y met dedans, et en la matière on est assez victime, c'est vrai, de représentations partielles et partiales de la part notamment des médias, qui ne rendent pas toujours compte de la réalité des phénomènes, qui se cristallisent sur certains aspects et pas sur l'étendue du dispositif, qui est bien plus ambitieux et bien plus intéressant, je crois, que les seules représentations médiatiques qu'on en a. L'objectif de la participation citoyenne, c'est d'être dans le cadre des partenariats de sécurité. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la sécurité partenariale, sécurité qui est l'affaire de tous. Et en la matière, on pense évidemment à l'association des collectivités locales, on pense à l'association du secteur privé. Avec la participation citoyenne, il y a un troisième acteur qui est associé à la réponse à la délinquance, et cet acteur, c'est la population. L'idée, c'est d'inscrire la population dans la réponse à la délinquance. La population, c'est vrai, on n'y pense pas toujours. Quand on produit et quand on met en œuvre des politiques de sécurité, on ne pense pas toujours à elle, si ce n'est en tant que bénéficiaire, éventuellement, des prestations, en tant qu'usager du service public, mais on ne pense pas forcément à elle en tant qu'acteur, susceptible de prendre une part active, si je peux m'exprimer ainsi, dans la réponse à la délinquance. Alors que la population, et on en a débattu entre nous, c'est d'abord une donnée intéressante en termes d'information. La population, elle peut nous donner des informations intéressantes sur ce qui se passe en matière de délinquance. D'ailleurs, dans le domaine scientifique, on a même développé un outil particulier ces dernières années. On a beaucoup parlé de l'ONDRP, par exemple, aujourd'hui, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui, entre autres, mérite à institutionnaliser, à développer la procédure de l'enquête de victimation. Dans le cadre d'un partenariat avec l'INSEE, l'ONDRP nous livre en permanence des résultats d'enquête de victimation quand on interroge la population sur l'état de la délinquance. Et j'entendais tout à l'heure l'intervention sur la performance. C'est vrai qu'en la matière, on sait très bien qu'il y a des domaines dans lesquels il y a un fort chiffre noir, chiffre gris en matière de délinquance. Et donc, si on s'en tient uniquement à ce qui est constaté, on n'a qu'une mesure très partielle des faits de délinquance, notamment sur les violences sur les personnes. Donc la population, elle peut nous aider pour avoir des informations sur les phénomènes de délinquance par le biais des enquêtes de victimation. Elle peut aussi nous aider quand on l'interroge directement, quand on lui demande son avis, quand on lui demandera peut-être un jour d'évaluer directement les services publics de sécurité sous la forme, même si c'est difficile, même si on n'a pas encore, les structures mentales pour l'accepter, sous la forme d'enquêtes de satisfaction effectuées non pas à l'échelon national, parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose à l'échelon national, mais plutôt à l'échelon local. Alors, je ne dis pas qu'il faille faire comme on a parfois dans certaines toilettes d'aéroport. Vous savez, vous allez aux toilettes et en sortant, vous appuyez sur un bouton pour savoir si vous êtes satisfait ou pas satisfait. Alors, je ne pense pas qu'on fasse ça demain à la sortie des brigades de gendarmerie. En tout cas, il faudra un jour mettre dans la boucle, si vous me permettez l'expression, la population pour évaluer le service public de la gendarmerie. En tout cas, c'est une vraie réflexion. Et je pense que la gendarmerie a tout à gagner à entrer dans cette démarche d'évaluation directe par les usagers, voire peut-être un jour par ses clients, si on arrive un jour à les considérer comme tels. Alors, la participation citoyenne, elle va au-delà de la simple utilisation de la population comme structure d'information. L'idée, c'est de permettre à la population de jouer un rôle plus direct. Et à cet égard, la participation citoyenne, elle s'inscrit dans quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est la démocratie participative, la démocratie locale, cette idée sur laquelle les citoyens doivent participer activement aux affaires publiques. Et, la participation citoyenne, elle participe de ce mouvement. Alors, nos réflexions sur le sujet ont porté donc sur un département particulier, qui sont les Alpes de Haute-Provence, qui est un département rural, je crois qu'on peut le reconnaître ainsi, avec quand même une forte dimension touristique reconnue. Et donc, dans ce cadre-là, le groupe de travail s'est posé, après une première discussion de départ,
s'est posé 2 questions tout à fait simples. La question, c'est pourquoi on le fait. La deuxième question, c'est comment on le fait. Voilà. Donc, la restitution va porter sur ces deux éléments. D'abord, pourquoi on le fait, et ensuite, donc, comment on le fait. Alors, d'abord, pourquoi ? Pourquoi a-t-on besoin, alors que peut-être on ne l'a pas fait pendant des siècles, de proposer à la population, je dis bien proposer, de jouer un rôle actif dans la réponse à la délinquance. Alors, on a recensé 7 raisons, 7 éléments de réponse à cette question. Premièrement, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est clairement acté le fait que la sécurité, c'est l'affaire de tous. La sécurité, c'est une préoccupation centrale, c'est une préoccupation polymorphe, qui concerne de très nombreux domaines, et la sécurité, aujourd'hui, ce n'est plus, d'ailleurs, c'est même plus une affaire idéologique de gauche ou de droite. Aujourd'hui, tous les gouvernants, toutes les municipalités, quelles que soient leurs obédiences, elles se saisissent de cette question. Et c'est surtout l'affaire d'une pluralité d'administrations, d'une pluralité d'acteurs. C'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire de l'école, c'est l'affaire des associations, c'est l'affaire des services, c'est l'affaire de la justice, etc. Donc dans ce cadre-là, on s'est dit, nous, mais la population, c'est son affaire aussi, la sécurité. Première raison. Deuxième raison, parce que là aussi, depuis ces 20 ou 30 dernières années, on a pris la mesure en France de la nécessité de développer la prévention. Alors c'est vrai qu'en matière de... Parce que ce qui est intéressant avec notre action de la population, c'est qu'elle va être préventive, évidemment. Alors c'est vrai que sur la prévention, il y a une sorte d'ambiguïté de fond qui consiste d'un côté à ce qu'il y ait un consensus, on est tous d'accord, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire. Et de l'autre côté, il y a un certain scepticisme. On se dit, oui, mais est-ce que ça marche ? Et on a souvent une vision un peu caricaturée, un peu caricaturale de la prévention. Rappelez-vous un ministre de l'Intérieur qui tensait des fonctionnaires de police parce que ces derniers avaient engagé des actions avec des jeunes d'un quartier pour pratiquer le football et le rugby d'ailleurs, qui avaient trouvé que ce n'était pas leur rôle, ce faisant en oubliant que derrière tout ça, il y avait une bonne dizaine d'années de travail de ces fonctionnaires de police pour entretenir des liens avec des jeunes d'un quartier extrêmement difficile. La prévention, donc, à la fois, on en fait, il faut en faire, c'est valorisé, etc. Et puis, de l'autre côté, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est pas foireux ? Est-ce que tout ça, c'est pas de l'argent gaspillé, etc., etc. Pour autant, la prévention, c'est pas à vous qui allez souvent au résultat. La prévention, c'est pourtant la solution. La prévenir, c'est empêcher que des faits surviennent, c'est éviter d'avoir à gérer des procédures judiciaires, c'est éviter d'avoir des victimes. Et donc, on peut comprendre aisément que tout délit qui sera prévenu représentera une source d'économie gigantesque pour la collectivité qui se déclinera en nombre de victimes, en souffrance en moins, en coûts pour les assurances et puis, bien évidemment, en heures de service pour les gendarmes aussi. Donc, bien évidemment, tout dispositif qui se situe dans cette démarche préventive doit être privilégié, ce qui est le cas de la participation citoyenne. Troisième raison, alors, parce qu'effectivement, on se rend compte que la proximité entre la gendarmerie et la population, c'est plus vraiment ce que c'était. Alors c'est vrai que je ne dis pas que les gendarmes ne soient pas présents sur le terrain, loin de là, mais en tout cas, c'est au moins ce qui existe en termes de ressenti au niveau de nos concitoyens. C'est ce qui existe aussi au niveau de certains élus, même de communes rurales, qui mettent en avant qu'il y a, surtout les maires un peu anciens, qu'il y a une petite érosion, que c'est plus ce que c'était. Alors, on ne va pas le faire ici parce qu'il nous faudrait plus qu'un colloque pour expliquer ce phénomène assez complexe, qui n'est pas que le fait de la gendarmerie, mais qui est le fait d'évolution d'ensemble de la société, bien évidemment. Même si là aussi, sous Belite, la gendarmerie a peut-être aussi sa part de responsabilité en la matière. Enfin, quoi qu'il en soit, la proximité, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était parce que l'institution, elle a une charge d'activité, qu'elle a un travail judiciaire qui l'accapare. Je ne sais plus qui c'est qui disait que la gendarmerie, elle utilise 90% de son temps pour un peu moins de 10% de la population. Oui, parce qu'évidemment, l'activité judiciaire, c'est lourd, il y a de fortes attentes, il y a une forte évaluation, et donc l'institution, elle est obligée de se retrousser les manches et d'y aller gaiement en la matière. Il y a eu également des réorganisations territoriales qui ont imposé des circonscriptions plus étendues aussi pour les gendarmes aujourd'hui. Voilà, donc il y a différents paramètres qui font que cette proximité, elle est plus difficile aujourd'hui à mettre en œuvre.
Alors, vous me direz quel rapport avec la participation citoyenne? La participation citoyenne, c'est aussi tisser des liens avec la population. C'est aussi développer une interconnaissance, développer des relations privilégiées, au moins avec les référents en la matière, ce qui va permettre d'avoir des informations, du renseignement, une meilleure connaissance des lieux, des personnes, etc. Donc j'allais dire, on est dans le cadre d'un des principes fondamentaux de la gendarmerie, un des éléments du modèle gendarmique, qui est cette action de proximité et un moyen de la restaurer. Autre raison, la crise de la démocratie représentative. C'est quelque chose évidemment qui dépasse très largement la problématique de la gendarmerie qui nous réunit aujourd'hui, mais c'est l'idée qu'aujourd'hui, il faut inventer des nouvelles formes de participation démocratique. Nos concitoyens, ils veulent une participation plus directe. Alors c'est compliqué, c'est pas facile, c'est souvent ambivalent, mais ils veulent une participation plus directe. Donc il faut essayer, là aussi, d'être moderne dans ces logiques de participation. Il faut aller également sur les réseaux sociaux. La démocratie virtuelle, il faut ici y réfléchir. Virtuelle au sens informatique du terme, pas au sens qu'on peut l'entendre. Voilà. Donc il faut essayer d'être présent dans ce segment qui répond à une attente très forte de la population, qui est la démocratie participative. Permettre donc aux citoyens, au moins à ceux qui le souhaitent, de pouvoir se faire entendre, de pouvoir agir, de pouvoir être présent, pas au niveau national, ce n'est pas forcément ce que veulent nos concitoyens, mais à l'échelon local, à l'échelon de leur quartier, de leur rue. Parce qu'on voit que nos concitoyens se mobilisent très vite et très fort lorsque les problèmes les concernent très directement. Et là, on est dans un sujet qui les concerne très directement, puisqu'il s'agit de leur propre sécurité. Autre raison, parce que, là aussi, par rapport à quelque chose qui nous dépasse, parce qu'il faut peut-être qu'un jour, on revienne. Alors là, il va nous falloir du courage, il va nous falloir de l'abnégation, et les membres du groupe de travail n'en manquaient pas en la matière, sur un des grands travers de notre culture politique nationale, qui est ce rapport complètement schizophrénique, dégradé, entre la police, au sens large du terme, et la population. Vous savez que les Français, c'est pour ça que ce matin, je me suis permis de relever les deux termes qui m'ont fait mal à l'oreille. Quand on a parlé de Pétain, on a parlé de Wehrmacht. Parce qu'effectivement, ce n'est pas neutre dans notre histoire politique nationale, ce ne sont pas des termes neutres, et vous savez que nos perceptions sont largement parasitées par notre histoire politique nationale, qui est émaillée de faits de violence politique, dans lequel la puissance publique, d'ailleurs, a une part de responsabilité directe. Je vous renvoie à la période de Vichy, à la collaboration, qui continue encore aujourd'hui, malgré le temps, les effets du temps, qui continue à parasiter nos représentations. D'où cette expression complètement délirante, moi qui personnellement me fait vomir à chaque fois que je l'entends, de CRS-SS. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire, de qualifier un fonctionnaire de police qui est généralement sorti l'un des mieux classés de son école de gardien de la paix, ce qui lui a permis d'accéder au CRS, parce que c'est ce qui est le plus prisé chez les policiers, par l'intérêt du travail, également par les ressources financières liées au déplacement. Ce jeune policier qui a 30 ans et qu'on le traite, voilà, il est là, il est père de famille, il a fait des études supérieures, souvent 2 ou 3 ans d'études à l'université, il devient gardien de la paix, il fait une bonne scolarité à l'école, il devient CRS et on le traite de SS. Vous savez ce que c'est qu'un SS? De mon point de vue, c'est mon sentiment personnel, on est dans la banalisation de la Shoah, dans ce genre d'expression. Et on devrait d'ailleurs sévir par rapport à ce type d'utilisation, ce type d'expression, mais qui rentre dans le langage courant. C'est communément admis d'utiliser cette expression. Voilà. Et ça, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on trouve le moyen d'y arrêter. Alors, pas au niveau national, par des grandes déclarations, parce qu'on n'y arrivera pas, mais à l'échelon local. Il faut essayer de remettre la population dans la boucle. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe dans les autres pays. Je suis désolé, mais quand on a la chance de voyager, on se rend compte que même dans les pays limitrophes de la France, qui ont quand même connu une histoire politique assez violente, si vous traversez le Rhin, vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas ce genre de choses. On n'a pas ce rapport détestable de la population avec les forces de l'ordre, qui cohabitent dans le même temps avec des attentes très élevées. C'est là où est la schizophrénie. La participation citoyenne, c'est quoi? C'est ce qu'on a compris dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons depuis pas mal d'années, avec ce qu'on appelle le Neighborhood Watch, avec toutes les expériences de police communautaire, de participation de la population. On essaye de rapprocher les deux, pas par des déclarations, mais par le contact direct sur le terrain. Et on se rend compte d'ailleurs que les deux, en règle générale, ils ont plutôt tendance à bien fonctionner quand on les rapproche. Voilà. Autre raison, et je pense que c'est autre raison, c'est l'avant-dernière,
autre raison du développement de la participation citoyenne, c'est la nécessité de développer le vivre ensemble. C'est d'essayer de développer des solidarités de proximité. C'est d'essayer de développer du lien social. Parce qu'on peut continuer, là aussi, à stigmatiser l'effilochage du lien social, l'indifférence, l'égoïsme, etc., etc. Mais on peut aussi se dire à un moment ou à un autre, on arrête, on fait autre chose. C'est l'objectif de ce que l'on appelle, nous, la prévention communautaire, c'est-à-dire des mécanismes de prévention qui visent à restaurer le lien social, à développer de la sociabilité. Comment ? Par la vie de quartier, par la valorisation des associations de quartier, par l'amélioration des relations aussi entre la police et la population. Il y a tout un panel de dispositifs qui existent, qui vont même parfois jusqu'à l'encouragement de l'accession à la propriété. Ça participe aussi de cette logique, développer du lien social, développer une vie de quartier, faire des repas de quartier, développer une vie. Pourquoi ? Pour développer de l'interconnaissance, pour faire en sorte que les voisins se parlent, que quand ils ont un problème, ils n'en soient pas tenus à appeler, à faire le 17 pour réguler un problème de voisinage, voire même à déposer plainte aujourd'hui. Donc là aussi, tout ça, c'est sous-tendu par des considérations aussi d'alléger le service de la gendarmerie qui est parasité largement par toutes ces interventions cloche-merle de régulation de petits conflits qui pourraient se régler d'eux-mêmes si les personnes arrivaient à dialoguer directement. Et ça, on peut le faire, parce qu'on peut toujours baisser les bras, dire on n'y peut rien, c'est comme ça, et c'est pas trop. On peut aussi, par une action soigneuse au niveau du terrain, arriver à développer de la vie de quartier, des choses toutes simples d'ailleurs, pour faire en sorte qu'il y ait un peu d'interconnaissance, un peu de solidarité, et tout ça, on ne le fait pas uniquement par altruisme, on le fait aussi pour alléger la charge de travail des unités de gendarmerie. Enfin, la dernière raison, et non des moindres, qui explique le recours à ce dispositif, c'est bien évidemment le développement de la délinquance. Évidemment, on est dans une logique de prolifération de la délinquance, quoi qu'on en pense. La délinquance, elle ne recule pas. Au mieux, elle est stable. Et on a des catégories qui connaissent ces dernières années une augmentation exponentielle. Deux catégories, les violences sur les personnes et les cambriolages. Même si les cambriolages reculent dans certains départements. Mais la moyenne, la logique nationale, c'est plutôt à une augmentation, voire même, j'allais dire, à un mouvement qui risque de perdurer, cette augmentation. Les cambriolages. Et là, les cambriolages, il y a tout un pan de criminologie qui nous explique que les cambriolages sont liés aussi à des modes de vie particuliers, l'existence périurbaine, la prolifération des biens de consommation courante et surtout le défaut de surveillance, défaut de protection et défaut de surveillance. Donc pour lutter contre les cambriolages, alors bien sûr, on peut s'en tenir à la solution qu'on a aujourd'hui, on multiplie les patrouilles de gendarmerie, on leur donne davantage de moyens à la gendarmerie pour mettre en œuvre des cellules d'enquête, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, mais on sait tous très bien dans la salle que ce n'est pas possible de régler le problème comme ça. On n'y arrivera pas. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de se promener dans les zones périurbaines en véhicule et vous voyez les hectares de lotissement. Comment nos gendarmes, nos policiers municipaux, ils vont pouvoir surveiller tout ça face à des bandes délinquantes qui sont mobiles, qui s'adaptent, qui changent d'un endroit à l'autre, etc., etc. Donc, une des solutions, c'est bien évidemment améliorer la protection des domiciles, faire que les domiciles, ça ne soit plus des passoires pour les malfaisants, mais c'est aussi développer la surveillance. Comment ? On peut mettre de la vidéosurveillance, c'est une option intéressante, mais on peut aussi mobiliser les habitants des quartiers pour développer des réflexes. Alors, et là, on va rentrer dans le dur, non pas du voyeurisme, non pas de l'ingérence, non pas de la paranoïa, allez, je crache le mot, non pas de la délation. On n'est pas dans la dénonciation des juifs ou des résistants. On est simplement dans une logique de solidarité et de responsabilité. Je fais attention à ce qui se passe chez les autres. C'est tout. Je suis là pour les aider. Sur la base de ces 7 justifications ont été mises en œuvre des dispositifs de participation citoyenne. Alors nous, on a travaillé, on s'est intéressé dans le cadre du groupe de travail sur ce qui s'est fait plus particulièrement dans notre département 04. Alors deux dispositifs principaux. Le premier, c'est la participation citoyenne, j'allais dire stricto sensu, ce à quoi on pense immédiatement, et ensuite on verra qu'il y a d'autres formes également. Alors ce à quoi on pense directement, c'est quoi ? C'est la réunion, l'utilisation, le renforcement de la surveillance par une mobilisation des habitants d'un quartier.
Alors, dans le département 04, il y a 198, 199 communes. 199 communes. Et sur 199 communes, il y en a une douzaine au jour d'aujourd'hui qui sont entrées dans la démarche, une dizaine qui sont en train d'y entrer, qui travaillent sur le sujet. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de marge de progression au niveau des élus, parce qu'il y a encore des élus qui sont réticents, qui sont un peu, comment dire, qui ne sont pas encore convaincus de l'utilité. Donc, ça va nous laisser dans les années à venir encore beaucoup de marge de progression en la matière. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'abord de susciter l'adhésion, le soutien des élus, des maires. Le maire, c'est l'acteur central de la participation citoyenne. C'est lui qui va adhérer, c'est lui qui va impulser, c'est lui qui ensuite va signer, qui va engager sa commune dans le cadre d'une convention signée avec l'État, avec la préfecture. Donc, c'est lui qui doit expliquer, c'est lui qui porte ce dispositif, avec l'aide, bien évidemment, de la gendarmerie, parce qu'on est en présence d'un binôme. La gendarmerie, elle va jouer son rôle, donc c'est la brigade, la compagnie, et ensuite le groupement, qui va jouer son rôle d'abord d'explication, de donner des informations, qui va permettre de d'étayer en quelque sorte le dossier du maire, pour que ce dernier puisse ensuite convaincre son conseil municipal, ses administrés, ses associations. Une fois que tout ceci sera engagé, la gendarmerie, elle va aussi aider le maire dans la mise en œuvre du système des référents, c'est-à-dire les personnes volontaires qui vont être choisies par le maire pour être les référents dans le quartier, dans la rue, sur l'espace qui a été retenu. Et la gendarmerie, elle va contribuer, je vais dire presque à la formation, tout au moins à la sensibilisation de ces référents, en leur expliquant quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. On va même leur proposer d'aller voir un petit peu comment ça se passe, la gestion de l'intervention. Donc on va les emmener visiter un CORG pour qu'ils voient quand ils appellent, quand ils font le 17 ou qu'ils appellent leur brigade en dehors des heures d'ouverture, ce qui se passe concrètement. Et puis à l'occasion, si le système marche bien, de temps en temps, on va peut-être même prévoir des petites réunions pour leur donner un peu un complément de formation, quelques rappels et les aider en la matière. Donc les référents, c'est qui? Ce sont des gens volontaires, des gens disponibles, présents, et surtout qui ont deux qualités essentielles, c'est qu'ils sont reconnus comme des personnes tout à fait acceptées par leur voisinage. Ce sont des gens qui ont une bonne image, qui ont de bonnes relations, donc qui sont disponibles, qui ont cette capacité à aller vers les autres. Cette capacité à aller vers les autres, parce que ce n'est pas inné. On n'a pas tous des aptitudes orales pour aller discuter avec les uns et les autres. Voilà. Donc ça, c'est le maire qui va choisir ses référents, il les connaît, ses administrés. Les référents vont être formés et on met en œuvre le système de participation citoyenne. Alors, le système de participation citoyenne, on a eu des témoignages dans le groupe de travail. Qu'est-ce que ça change? En fait, ça ne change rien, souvent. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'abord, et ça ne change rien, et c'est positif que ça ne change rien, je vais m'expliquer pourquoi. On met à l'entrée, d'abord on va indiquer dans le quartier, vous les avez vus ces panneaux, on va indiquer aux extérieurs et aux habitants qu'il y a un dispositif qui est mis en œuvre. Ensuite, dans les modes de vie quotidiens des habitants, c'est là où ça ne change rien. Parce que bien évidemment, les référents ne vont pas s'engager à se livrer à des patrouilles, par exemple. On ne leur demande pas d'aller faire des patrouilles. On ne leur demande pas, pourquoi pas, de faire des enquêtes. Non. Ce qu'on leur demande, c'est de ne rien changer à leurs habitudes de vie, simplement d'être davantage vigilants. Et une fois qu'ils sont davantage vigilants, on leur explique et on leur donne les moyens pour donner le plus rapidement possible l'information à la gendarmerie. C'est tout. Il est hors de question d'imaginer que tout ça, ça va aboutir sur des milices, sur des miradors, ou tous les fantasmes qu'on peut entendre. Non. Le message qui est donné aux référents, c'est « vous restez comme avant ». Simplement, vous faites un peu plus attention et surtout, on vous apprend à donner une information. Si vous voyez un véhicule suspect, il faudrait essayer d'y relever l'immatriculation ou relever au moins son type et prendre l'habitude d'identifier à quel moment vous l'avez vu. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller au-delà. C'est pour ça que même si ça peut interpeller certains d'entre vous, je dis on ne change rien. Ce n'est pas l'objectif de la participation citoyenne. Et
le système tel qu'il est mis en œuvre dans les communes du 04 montre que dès lors que l'on est dans cette dynamique-là, ça marche relativement bien. Hein, ça marche bien parce que déjà on se rend compte, même si on n'a pas encore fait véritablement d'évaluation, il y a moins de cambriolage. On se rend compte que le climat s'améliore. On se rend compte qu'on a plus de contacts. On se rend compte, et ça c'est ce que nous disent les élus qui sont concernés, on a le sentiment que ça se passe plutôt bien entre les gens, pour parler simplement. Donc, vous voyez, ce n'est pas un gros investissement. Par rapport aux fantasmes qui existent en la matière, on leur a très rapidement tourné le dos à ces fantasmes-là, et on en arrive à des choses qui sont relativement simples, qui paraissent presque d'ailleurs relever du bon sens. Et on pourrait même se dire, est-ce qu'on a besoin d'un dispositif pour faire ça, d'ailleurs? Ça devrait se faire naturellement. Mais malheureusement, ça ne se fait pas naturellement. Deuxième élément concernant la participation citoyenne, ce sont les autres types de dispositifs qui sont mis en œuvre pour justement renforcer cette implication de la population. Alors dans le 04, plusieurs dispositifs qui fonctionnent. Le premier, c'est la veille sociale. Alors vous savez que la veille sociale, ça dépasse le cadre de la sécurité, mais c'est l'idée qu'on va utiliser les dispositifs de veille sociale pour essayer également de faire émerger des problématiques insécuritaires. En particulier, en sensibilisant les acteurs de la veille sociale sur les problématiques de maltraitance, notamment des personnes vulnérables. Donc là, on a un dispositif qui existe. Simplement, on essaye par une action pédagogique auprès des acteurs de la veille sociale de les sensibiliser davantage à des problématiques de maltraitance et de personnes vulnérables, pour faire là aussi remonter de l'information et essayer de lutter contre cette conspiration du silence qui fait qu'on est dans des domaines où on a un taux de déclaration souvent inférieur à 10%. Deuxième dispositif, les visites de bénévoles, notamment vis-à-vis des personnes âgées. Dans le 04, comme d'autres départements ruraux, on a une forte présence de populations âgées, isolées, et dont on sait tous quelles sont les proies désignées aujourd'hui pour de nombreux malfaisants dans leur entourage et à l'extérieur de leur entourage. Alors il y a des dispositifs associatifs, on en avait une personne d'ailleurs dans le groupe de travail qui était dans ce dispositif-là, qui vont à la rencontre des personnes âgées pour lutter contre leur isolement. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'introduire dans ce dispositif une dimension sécuritaire, par une sensibilisation à l'égard des faits de délinquance que subissent les personnes âgées, des vols par ruse, des escroqueries, etc. etc. Troisième dispositif, les réunions de quartier avec la population. Alors ça, c'est quelque chose qui existe, qui n'est pas facile. Pour les élus, ce n'est pas facile, parce que souvent, c'est assez décevant, les gens ne viennent pas ou ne se comportent pas très bien. Donc ça, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours très facile à mettre en œuvre. Ça se fait. Souvent, d'ailleurs, les réunions avec la population sont le point de départ, d'ailleurs, de la mise en œuvre ensuite d'un dispositif de participation citoyenne. Donc, c'est pareil, c'est l'idée d'entretenir, de permettre occasionnellement à la population de venir s'exprimer, donner des informations. Donc, on fait une réunion avec le maire ou l'élu délégué à la sécurité, le responsable local de la gendarmerie, et on dialogue et on rend compte, comme nous le dit la déclaration de 1789, on rend compte de ce qui se passe en termes de services publics vis-à-vis de la population. Autre élément qui participe de la participation citoyenne, c'est bien évidemment les chaînes d'alerte. Vous savez que dans pas mal d'endroits sur le territoire national, et c'est le cas dans le 04, il y a des chaînes d'alerte qui existent. Là, on a deux dispositifs, un vis-à-vis des commerces, Vigicommerce, et un autre vis-à-vis des maires. Donc l'objectif, c'est en utilisant les SMS, en utilisant la messagerie électronique, de pouvoir instantanément sensibiliser soit des commerçants, soit une catégorie de commerçants, soit des élus, soit sur un message urgent, problématique délinquante particulière, un problème de personnes recherchées, de personnes disparues, un problème d'inondation, de crue, ou alors aussi par ce biais-là de pouvoir envoyer des messages préventifs, de l'information générale, du lien sur les questions de sécurité. Et pour en avoir mis une en œuvre dans le département de l'Aveyron, de Vigicommerce, ça marche du tonnerre. C'est un dispositif qui bénéficie d'un très large succès, notamment vis-à-vis des commerçants, et qui contribue à lutter en particulier contre leur sentiment d'isolement et d'insécurité. Et de créer du lien. Toujours créer du lien, c'est l'obsession. Enfin, le dernier dispositif en matière de participation citoyenne, ce sont des dispositifs en matière de citoyenneté et de tranquillité publique, des dispositifs donc, qui ont été mis en place dans le département, en particulier dans la communauté DLVA, Durance, Luberon, Verdon, agglomération, sur lesquelles on a particulièrement discuté dans le cadre du groupe de travail. C'est quoi? Ce sont des groupes plus ou moins formels, d'ailleurs, qui se réunissent au niveau des collèges
et au niveau des communes, pour faire dialoguer, une sorte de cellule de discussion, de veille par certains côtés, pour faire dialoguer les acteurs locaux, non pas à un échelon élevé, mais à un échelon local, sur des problématiques de prévention et de sécurité. Voilà un petit peu le dispositif tel que nous l'avons décrit, discuté dans le cadre du groupe de travail 04, avec la nécessité de se poser la question pourquoi, et également de discuter et d'essayer d'évaluer un petit peu les diverses expériences qui ont été menées. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce compte-rendu. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des choses qui vous ont surprise, dérangé, inquiété ?